Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast animé par André Loez, consacré à l'histoire sous toutes ses formes. Aujourd'hui, c'est la première d'une série d'émissions qui vont décortiquer un monument de la BD et même de la culture du XXe siècle, Tintin, l'œuvre d'Hergé. Une série intitulée Histoire de Tintin, tout au long des mois de mai et juin 2020, pour réfléchir avec des historiennes et des historiens à la façon dont cette œuvre est à la fois un reflet de son époque et un réservoir presque inépuisable de représentations et de réflexions historiques. On va commencer aujourd'hui par voir, en compagnie de Sylvain Lesage, comment la BD a acquis ses lettres de noblesse, et notamment comment la discipline historique a pu commencer à s'en emparer, à la fin des années 60-70. La liste complète des épisodes, leur bibliographie, figure sur le site paroledhistoire.fr, où vous trouverez également un bouton PayPal qui vous permet de soutenir ce podcast artisanal et autoproduit. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube ou Facebook. Très bonne écoute et à bientôt. Pour inaugurer cette série d'émissions consacrée à Tintin dans l'histoire et au regard historique qu'on peut porter sur cette série de BD, j'ai le plaisir d'être avec Sylvain Lesage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille. Vos travaux ont porté notamment sur l'histoire de la bande dessinée. Et vous allez un peu nous guider justement dans l'historiographie de ce type de production culturelle. Je vais vous demander très simplement pour commencer, à partir de quel moment est-ce que les historiens ont commencé à prendre au sérieux la bande dessinée comme possible objet de recherche ? Alors, il y a pas mal de façons de répondre à cette question. Avant d'en arriver là, en fait, il faut retourner un peu la question et se demander à quel moment les amateurs de bande dessinée se sont posé la question de son histoire. Parce que, voilà, forcément, les historiens aujourd'hui utilisent énormément et s'appuient sur un savoir produit par des amateurs, par des fans, par des collectionneurs, etc. Et donc, on ne peut pas vraiment, je pense, retracer l'émergence d'un discours historique sur la bande dessinée sans s'interroger sur les conditions d'écriture d'une histoire de la bande dessinée par ces amateurs. Parce que ça en explique, à mes yeux, un certain nombre de choix, d'angles morts à certains égards et d'aveuglement. Si je vous suis bien, ça veut donc dire que la BD-philie a précédé l'historiographie dans la manière de prendre au sérieux cet objet qui longtemps était relégué du côté clairement de l'enfance et de quelque chose d'assez secondaire dans les productions culturelles. Et puis, il y a un mouvement BD-phile ou des courants BD-philes qui s'en sont emparés, qui en ont fait quelque chose de plus réfléchi, de plus adulte, avant que les historiens ensuite n'y travaillent. Voilà, absolument. C'est-à-dire que on pourrait même aller plus loin et dire que la BD-philie, dans son essence, est historique. En tout cas, porte un discours de nature historique. C'est-à-dire que l'acte de naissance de la BD-philie dans les années 60, donc la première génération BD-phile, son acte de naissance, c'est la volonté de retrouver les publications disparues qui étaient lues par cette génération pendant l'entre-deux-guerres, et qui ont été interrompus par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, puisque on a donc une génération d'individus qui ont été marqués en particulier par les rues de la bande dessinée américaine dans les années 30, dans la foulée du journal de Mickey qui apparaît en 1934, et le robinet à publication américaine s'interrompt de façon plus ou moins décalée, mais s'interrompt en 1940. Même s'il y a des façons de continuer ensuite à faire du pseudo-américain, etc. C'est un autre débat. Cette génération parvenue à l'âge adulte et qui appartient à une frange d'intellectuels, de passionnés du cinéma, de passionnés du jazz notamment, se découvre en fait dans les pages de fiction, chacun découvre qu'il n'est pas seul et qu'il y a un sentiment partagé, d'un passé disparu. Et donc, à partir de cette nostalgie première, cette nostalgie des publications de leur enfance, la BD-philie se structure autour d'associations qui très vite cherchent à légitimer leur passion enfantine, qui est restée une passion d'adulte. Il y a une volonté aussi de donner une respectabilité à cette pratique. Dans les années 60, lire de la bande dessinée
pour un adulte reste encore compliqué, hein, au-delà d'une poignée de titres. Donc il y a la volonté de donner une respectabilité à la bande dessinée, et il y a la volonté aussi d'établir une cartographie de ce qui a été publié. Donc très vite naît une pratique qui s'apparente à une forme d'écriture de l'histoire, qui cherche à retracer l'histoire de tel ou tel titre, les contributions des auteurs, etc., et qui est d'autant plus importante pour cette génération-là que, encore une fois, son centre d'intérêt premier, c'est la bande dessinée américaine des années 30, et cette bande dessinée américaine des années 30, elle a été publiée de façon pas toujours très cohérente, et donc il faut retracer les différentes traductions d'un même titre, les différentes contributions qui n'étaient pas forcément signées en tant que telles dans les journaux français, etc., etc. Donc très 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 vite, pour ces amateurs, la volonté d'exhumer le passé de ce qu'on commence tout doucement à appeler le 9e art, elle est absolument centrale. Et ça explique également que l'un des gestes autour desquels se structure cette BDphilie, c'est le geste de la réédition, qui, comme toute réédition, hein, cherche à ramener au présent un objet du passé, et donc est une forme de médiation historique, en quelque sorte. Pour continuer à contextualiser ce travail, on se situe où? On est en France, on est en Belgique, on est, vous l'avez dit plus tôt, dans des milieux cultivés et urbains, mais c'est franco-belge comme mouvement en train de se structurer? Ouais, c'est franco-belge avec une très forte connexion italienne. Il y a une filiation italienne qui est encore relativement méconnue, mais la première BDphilie semble naître plutôt du côté de l'Italie que du côté de la France. Et puis, de toute façon, les circulations d'auteurs, de styles, etc., entre l'Italie et la France sont très intenses. Évidemment, sur la communauté BDphile, on est sur une communauté qui est binationale, qui fonctionne de façon très étroite entre la France et la Belgique, qui va se retrouver ensuite, mais dans la décennie suivante, autour de festivals comme Angoulême. Dans les années 60, on reste encore sur des communautés qui sont relativement cloisonnées, dans la mesure où ça prend des formes associatives, et où la forme associative ne permet pas si facilement que ça de faire passer d'un pays à l'autre. Donc malgré tout, on a des BDphilies qui échangent beaucoup, mais qui restent un petit peu séparées. L'autre trait dominant, c'est que c'est une BDphilie qui est très masculine. On a quelques figures de femmes qui apparaissent dans cette toute première BDphilie, des femmes comme par exemple Evelyne Sulro, hein, sociologue très connue, mais elle reste très très isolée. Ça apparaît quand même essentiellement comme une pratique de mecs, une pratique de garçons, de jeunes hommes qui ont entre 25-40 ans pour la plupart. Ensuite, on a des écarts importants, hein, mais c'est ça un petit peu le noyau dur, plutôt urbain, parisien. Voilà, donc il y a une cohérence sociologique, même il faut aussi nuancer tout de suite, parce qu'on a une surreprésentation de ce type de profil dans certaines publications, etc. Après, dans les pratiques quotidiennes de la BDphilie, qui sont des choses qui sont en train d'être exhumées, les choses sont un peu plus variées. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui accompagne cette première BDphilie, c'est l'arrivée à maturité peut-être d'une nouvelle génération d'auteurs, de dessinateurs, ou même d'auteurs qui eux-mêmes changent leurs traits? Je pense à Gottlieb, par exemple, qui se met à faire des choses de plus en plus adultes au tournant des années 60-70, et du coup, le contenu même des BD qui vient donner plus de profondeur à ce type d'œuvre, et du coup permet d'avoir un discours plus construit, permet de s'y intéresser de manière un peu différente. On quitte aussi de ce point de vue-là les types de BD envisagés peut-être au départ? Oui, alors c'est une bonne question. C'est difficile de déterminer quel est l'œuf, quelle est la poule entre l'évolution du lectorat, l'évolution des contenus. C'est une question qui est assez complexe. Ce qui est certain, c'est qu'il y a simultané entre
d'un côté l'apparition d'une génération de BD-philes, la mutation d'un certain nombre de contenus, et puis l'apparition d'une presse qui progressivement se destine de plus en plus d'abord à un lectorat plutôt d'adolescents, post-adolescents, par exemple dans les pages de Pilote, et puis progressivement de jeunes adultes et d'adultes. Pilote incarne un petit peu un entre-deux, et puis ensuite les publications qui en naissent au milieu des années 70, comme L'écho des savanes ou Métal hurlant, elles s'adressent davantage à des adultes. Donc, il y a bien un moment qui se noue entre, en gros, le milieu des années 60. Le milieu des années 60, c'est la structuration de la BD-philie, c'est la publication chez Losfeld de Barbarella de Jean-Claude Forest. C'est aussi des ovnis éditoriaux assez improbables, comme cette bande dessinée publiée chez Casterman et signée de Jean-Yann et Tito Topin, qui est une espèce d'ovni, je ne sais pas vraiment comment le qualifier différemment, ovni complètement pop, qui part dans tous les sens et qui paraît chez Casterman, éditeur, on va en reparler autour de Tintin, mais éditeur respectable, qui a une vieille image d'éditeur pontifical. Ça paraît assez saugrenu, mais ça témoigne bien du fait qu'il y a quelque chose qui se joue dans ces années-là, avec évidemment le phénomène central en termes culturels. Là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est bien sûr Astérix. Astérix qui, au milieu des années 60, en 66, passe le cap du million d'exemplaires et change complètement le paysage de la bande dessinée, et puis les discours qu'on peut porter sur la bande dessinée, parce que dès ces années 65-66, les discours changent immédiatement sur Astérix. Et Astérix cristallise de ce point de vue cette mutation des lectorats, cette mutation des publications, et suscite un intérêt considérable de la part des intellectuels, des médias et de toute une série d'observateurs. Vous disiez tout à l'heure que la première BD-philie, c'était souvent des gens qui avaient un peu la nostalgie des bandes dessinées américaines ou de type américain de leur enfance ou adolescence. À partir de quel moment est-ce que le regard se déplace vers également les productions franco-belges, vers Edgar P. Jacobs, Franquin, Hergé, autrement dit, à quel moment cette bande dessinée-là acquiert aussi ses lettres de noblesse aux yeux de ces groupes qui émergent ? Alors, à peu près tout de suite, en fait. C'est-à-dire que l'acte de naissance de la bande dessinée, il se fait bien autour de cette bande dessinée américaine, cette bande dessinée plutôt d'aventure, spécifiquement de science-fiction. L'archétype de ça, c'est Flash Gordon. Et du coup, je trouve ça intéressant que vous me parliez d'Edgar P. Jacobs, parce que Edgar P. Jacobs, il fait du Flash Gordon français, enfin, belge en l'occurrence, pardon. Mes amis belges vont m'en vouloir si je le qualifie de français. Je pense que ce sera un thème récurrent de nos entretiens autour de Tintin, de savoir dans quelle mesure Tintin est belge et français. Et avec Florian Moine, on va évoquer justement la pénétration de Casterman du marché français pour débelgiser Tintin. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc cet entre-deux, il est bien compréhensible qu'on oscille comme ça entre ces deux identités qui sont très très liées pour tout ce qui concerne la BD. Oui, et le fait qu'on parle de Casterman, Casterman, je pense que il faut rappeler peut-être aux auditeurs que Casterman s'est tourné, et tourné, c'est 25 km de la frontière française, à un endroit où la frontière n'est pas très visible, est quand même assez artificielle. Donc rien que ça, c'est le franco-belge, l'espèce de fluidité de cette frontière. Pour revenir à la question de à quel moment on commence à s'intéresser à du franco-belge et à du plus contemporain, en fait, quasiment tout de suite, et ça va faire partie des lignes de faille de cette première BD-philie qui très vite va se départager entre, en gros, un noyau d'individus qui se reconnaissent exclusivement dans cette pratique de la collection, de la nostalgie et du « c'était mieux avant » et les Américains ont tout compris et tout mieux fait que tout le monde, d'un côté, et puis de l'autre, des individus qui, au contraire, revendiquent, encore une fois, on est au milieu des années 60, qui revendiquent de s'intéresser à la création actuelle, à la création contemporaine. Et autour de ces deux postures vont se nouer deux groupes de BD-philes
le CELEG d'un côté, Centre d'études et littérature d'expression graphique, donc qui sont plutôt les conservateurs, on va dire, les nostalgiques, et puis la Saucerlide, qui ambitionne, elle, de davantage tenir les deux bouts, hein, à la fois le patrimoine et la création contemporaine, et qui du coup a un projet culturel qui est un peu plus cohérent de construire une dignité du 9e art, et avec la conscience du fait que si on veut construire la dignité du 9e art, on ne peut pas faire ça simplement en regardant dans le rétroviseur. Et donc, il faut aussi montrer que les grands auteurs du moment, ce sont des artistes. Et donc, c'est à travers la Saucerlide notamment qu'on va commencer à changer totalement de regard sur quelqu'un comme Hugo Pratt. Alors Hugo Pratt, on pourrait dire là on n'est pas tout à fait dans le franco-belge. Et oui et non, c'est-à-dire qu'Hugo Pratt, alors il fait partie de ces individus qui ont une carrière assez fascinante, hein, qui tient un petit peu toutes les rives de l'Atlantique, à la fois l'Argentine, les États-Unis, parce que Hugo Pratt, évidemment, il est profondément nourri de Milton Caniff, de Noel Cycles, etc. Évidemment, sa carrière, elle est très liée à l'Italie, mais en fait, le moment où il va véritablement changer d'envergure et être consacré comme un auteur et comme un artiste, ça va se jouer en France. Et ça va se jouer en France, notamment grâce au rôle joué par Claude Moliterni, qui est l'une des grandes figures de la Saucerlide, et qui va le présenter à la rédaction de PIF. Il est présenté au moment où Vaillant est en train de devenir le journal de PIF, donc 69-70. Et voilà, donc ça va être Pif Gadget, ça va être François, puis enfin chez Casterman, on y revient, où Casterman publie toute une série de récits un peu de nature feuilletonnante dans les pages d'un livre de 161 pages, un acte complètement inédit dans l'histoire de la bande dessinée jusqu'à présent. Casterman intitule ça La balade de la mer salée, et donc ce récit qui était assez décousu, et ça se ressent si on le lit attentivement, ce récit qui était assez décousu obtient à ce moment-là une cohérence inédite et est revêtu par la vertu de la mise en livre, est revêtu d'une dimension plus romanesque. Et ça va complètement changer le regard sur Hugo Pratt et le regard sur la bande dessinée en général. Et encore une fois, on peut faire des récits de bande dessinée pendant lesquels parfois il ne se passe pas grand-chose, avec Hugo Pratt qui regarde passer les mouettes pendant une page. Évidemment, c'est assez singulier ce qui est en train de se passer, et c'est lié à toute cette transformation à la fois des conditions de publication, du marché, et puis des discours critiques qui sont portés sur la bande dessinée. Ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est que c'est aussi une forme d'institutionnalisation de quelque chose qui a commencé de manière assez informelle, assez souterraine, et qui va s'institutionnaliser. Vous avez utilisé l'expression de 9e art. Alors, je ne sais pas si on sait la dater, cette expression, mais ce serait intéressant de voir justement, est-ce que c'est un marqueur d'institutionnalisation? Et puis aussi les festivals, et notamment le Festival d'Angoulême, je crois que c'est 1974, qui contribue à marquer aussi quelque chose de régulier dans le paysage, et du coup à institutionnaliser un petit peu les choses. Oui, alors, dans ces phénomènes d'institutionnalisation, alors, si on commence par l'expression de 9e art, elle est intéressante parce qu'elle apparaît assez vite, de mémoire, j'ai peur de dire une bêtise, mais de mémoire, c'est 64 ou 66. J'ai un doute, je crois que c'est plutôt 66. Elle apparaît en 66, je pense qu'il est plus prudent de prendre comme point de repère, évidemment, les origines, ça n'a pas grand sens, mais de prendre comme point de repère le livre de Francis Lacassin pour un 9e art, la bande dessinée, qui date, si mes souvenirs sont bons, de 72. Petite parenthèse, mais qui n'est pas inintéressante. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pourquoi le 9e art? Parce qu'en fait, il y a le modèle du cinéma, bien sûr, le 7e art, et la BD-philie emprunte beaucoup de ses traits dans le recrutement sociologique, dans le recrutement très masculin, etc. Emprunte beaucoup de ses traits à la cinéphilie, et les connexions sont très nombreuses. Qu'on pense au fait que, par exemple, Alain Resnais est l'une des figures majeures de cette première BD-philie. Alain Resnais qui veut tourner des films sur la bande dessinée, etc. Donc, on a le 7e art.
ce qui est intéressant dans le choix du 9e art, c'est qu'il y a l'acceptation du fait que la bande dessinée viendrait après le 8e art qu'on a généralement oublié, qui est en fait la télévision, qui est en voie d'institutionnalisation dans ces années 60 par le biais de toute une série d'institutions. C'est l'âge d'or de la critique de cinéma, c'est l'âge d'or du de la critique de télévision, c'est l'âge d'or également des festivals de télévision comme Monte-Carlo par exemple, et c'est un moment où en fait les ambitions qui sont portées sur la télévision, à un moment où à la télévision il y a aussi un projet d'éducation populaire qui est très affirmé, et il y a bien l'ambition de faire de la télévision un 8e art. Donc la bande dessinée serait ce 9e art, cinéma, télévision, bande dessinée. Il y a ici un arc qui témoigne de cette entrée, ce qu'on est en train à ce moment-là, dans les années 60, de théoriser, comme l'entrée dans cette civilisation de l'image, qui est généralement déplorée par toute une série d'intellectuels. J'ai en tête notamment ces images de l'adaptation par Truffaut de Fahrenheit 451, où on voit le brave pompier qui rentre chez lui le soir venu et qui ouvre le journal. Et son journal, de quoi est-il constitué ? Il est constitué exclusivement de bandes dessinées. Ce que signifie Truffaut à travers cet exemple-là, c'est que la bande dessinée et l'image en général est bien l'ennemi du logos et l'ennemi à travers cela de la pensée. Il y a un discours qui est extrêmement virulent vis-à-vis de la bande dessinée. Donc il ne faut pas non plus tomber dans le travers qui serait de dire dans les années 60, on a l'émergence d'une génération de BD-philes et puis ça se passe de façon merveilleuse. Au contraire, c'est l'objet de controverses extrêmement vives. Donc voilà un petit peu pour l'expression de 9e art à très gros traits. Quant au festival, eh bien, au fond, il y a bien la volonté de décalquer ce qui a marché pour d'autres formes culturelles. Donc, signaler le cinéma, la télévision, ce serait également le cas du jazz, par exemple. Donc, on va emprunter ces rituels-là, avec comme particularité pour la bande dessinée que on a un certain nombre de rituels qui jouent aussi et de formes intermédiaires qui font du festival une forme un petit peu hybride entre le salon et puis la convention commerciale où on vient acheter des vieux albums, compléter sa collection, etc. Et donc, dans les formes de célébration qu'empruntent les festivals et celui d'Angoulême, par exemple, on a bien la trace de cette multiplicité de formes. Si on reste un instant sur cette question du rôle que jouent les institutions dans la reconnaissance de la bande dessinée comme un art, moi, ce qui me semble le plus éclairant, c'est encore de décaler le regard et de se décentrer de la France et du franco-belge pour regarder le statut de la bande dessinée ailleurs. Or, on constate que dans d'autres pays où la culture de la bande dessinée est importante, les festivals jouent aussi un rôle majeur. Qu'on pense à Luca Bordighera en Italie, qui naît une décennie avant Angoulême, ou bien au Comic-Con de San Diego, qui là aussi naît en 70, donc on est avant Angoulême. Et on a des festivals qui restent des festivals de très grande ampleur. La singularité de la situation française, et j'insiste sur le français alors là on n'est pas sur du franco-belge, la singularité de la situation française, c'est vraiment la célébration de la bande dessinée en tant qu'art. Et du coup, dans un pays qui s'est forgé toute une religion du livre et de l'auteur de livres, en fait, on va plaquer toute une série de mécanismes de reconnaissance de l'auteur. Et justement, le fait que ça se joue au milieu des années 70, au moment où le marché de la bande dessinée est en train de basculer complètement du côté de la publication sous forme d'albums, accélère considérablement cette consécration de l'auteur de Petit Mickey en artiste. Alors,
Qu'on pourrait mettre d'ailleurs en parallèle avec ce que vous avez expliqué de la cinéphilie, puisque la politique des auteurs définie par les cahiers du cinéma, c'est aussi Absolument. la volonté d'ériger l'artiste créateur comme seul responsable de son film, en oubliant d'ailleurs au passage toute une chaîne d'acteurs du cinéma, et ça a pu être critiqué aussi pour ces raisons-là. Là, on aurait même un peu réification du créateur-auteur dans les deux domaines. On a exactement le même phénomène, et alors, venons-en à Tintin. Dans ce cas-là, l'exemple est assez fascinant parce qu'on a une réification d'Hergé comme artiste suprême, là où on sait très bien que aujourd'hui on le sait mieux, mais à l'époque c'était un secret de polichinelle, que Hergé a toute une série de collaborateurs. Il y a cette idée complètement fantasmée et qui emprunte beaucoup au discours sur le cinéma, en effet, qu'Hergé, comment dire, transcende les interventions de ses collaborateurs, alors même que voilà, les couleurs sont exécutées par une série de coloristes, d'assistantes qui sont toutes des femmes. Les scénarios, il a toute une série de donneurs d'idées, il a des collaborateurs qui font du repérage, de la documentation, les décors, etc. Mais s'impose malgré tout l'idée qu'il s'agit de l'œuvre d'Hergé. Et voilà, j'ai été frappé, comme beaucoup d'ailleurs, lors de l'exposition Hergé qui a eu lieu au Grand Palais il y a quelques années, de constater à quel point on ne disait pas un mot sur ses collaborateurs. Là où, a priori, aujourd'hui, avec les outils de l'histoire de l'art, on a appris à penser ces auctorialités multiples, et le fait que voilà, qu'un artiste ait collaboré avec des assistants n'enlève rien à la qualité de son œuvre ou à l'importance de ses trouvailles. Simplement, ça permet aussi de comprendre que voilà, tel élément de décor, c'est du Bob de Mort, et puis là, on sent bien la patte de Roger Leloup, etc. Et il me semble important de réussir à penser cela. Et je pense que les études sur la bande dessinée ont encore beaucoup de mal à penser ces auctorialités multiples, justement parce qu'elles sont, encore une fois, elles sont redevables de cette bédéphilie et de cette connaissance monumentale amassée par des générations d'amateurs et de fans. Mais elle est aussi un petit peu prisonnière de ce discours sur l'auteur et sur l'artiste, qui a du mal à parfois trouver la bonne distance critique et à interroger un petit peu ces figures consacrées d'une histoire romantique de la bande dessinée. Avant d'en venir aux connexions qui ont pu exister ensuite ou en même temps avec les universitaires qui s'en sont emparés, ce qui était la question de départ, mais évidemment il était nécessaire de passer par ce paysage de la BDPhilie, je voulais vous demander, puisqu'on a beaucoup parlé des États-Unis, de la bande dessinée américaine, si il y avait une même chronologie aux États-Unis de prise au sérieux du comic et puis d'une maturation du comic. On avait parlé à ce micro même de la série Watchmen d'Alan Moore en 1985, qui avait été un vrai, peut-être pas un tournant, mais un moment très important. Est-ce qu'aux États-Unis, on observe les mêmes types de phénomènes et les mêmes types de reconnaissance, aussi bien du point de vue des créateurs que du point de vue d'un public connaisseur de la BD? La chronologie est assez différente aux États-Unis parce que la configuration culturelle n'a évidemment rien de similaire. Les discours sur la bande dessinée ne se manifestent pas du tout de la même façon. Ce qui est très frappant aux États-Unis, c'est qu'on a des discours critiques au sens large qui portent sur la bande dessinée pendant quasiment tout le XXe siècle. Et dès les années 40, on a des sommes assez précises et assez fouillées qui portent sur la bande dessinée. Alors la tonalité générale de ces discours reste plutôt critique, même s'il y a des nuances, mais on a un intérêt très fécond de la part des intellectuels pour la bande dessinée, avec en gros une réflexion autour de en quoi la bande dessinée serait-elle une forme artistique spécifiquement américaine. On est à un moment où on considère encore que l'histoire de la bande dessinée naît dans les pages de la presse américaine de grande diffusion à la fin du 19e siècle autour du Yellow Kid. Et donc, toute cette réflexion intellectuelle est guidée par cette idée selon laquelle la bande dessinée serait une forme spécifiquement américaine. Alors,
que ce soit pour s'en émouvoir ou au contraire pour célébrer cette puissance de la bande dessinée à véritablement capturer l'âme américaine. Et donc, on a dès les années 20, 30, toute une série de textes particulièrement fins sur des œuvres comme, par exemple, Crazy Cat de George Herriman. Et puis, voilà, plus largement, des individus comme Seldes, par exemple, consacrent de très longs textes à la bande dessinée. En France, il faut attendre plutôt les années 60, voire 70, pour voir arriver des intellectuels sur le terrain de la bande dessinée. Et dans l'intervalle, dans les années 40, 50, 60, 40 et 50 en tout cas, c'est très très clair, quand on parle de la bande dessinée, c'est pour la condamner, pour en parler comme d'un poison qui menace nos chères têtes blondes, etc., etc. On est dans un discours là qui va pas du tout dans la finesse et qui va très peu s'intéresser au contenu même des bandes dessinées. Donc ensuite, sur le cas américain, l'autre différence aussi, c'est que on a en fait deux formes quand on parle de la bande dessinée aux États-Unis, qu'on n'a pas du tout en France. On a bien d'un côté le comic strip, la bande dessinée de presse, qui est publiée dans des grands journaux diffusion nationale, ou en tout cas qui sont diffusés de façon nationale à travers le système de la syndication. Et puis de l'autre côté, les comic books. Alors, les books font l'objet d'une condamnation assez générale. Ça commence à changer dans les années 60, où on voit bien que sur les campus, notamment, toute une nouvelle génération d'auteurs et de héros suscite la curiosité, l'intérêt de la nouvelle génération d'étudiants. Donc, voilà, les 4 Fantastiques, par exemple, font l'objet d'un très grand engouement sur les campus américains. On a des enquêtes qui le montrent, c'est assez passionnant de voir que, par exemple, quelqu'un comme Stan Lee est invité dès les années 60 à donner des conférences dans les plus grandes universités de la côte Est, où il est reçu avec tous les honneurs. Malgré tout, la consécration de la bande dessinée américaine, elle s'opère plutôt autour de l'autre volet de cette bande dessinée, à savoir la bande dessinée de presse, le comic strip. Et on a bien 2 organisations parallèles, assez largement étanches, et c'est assez amusant quand on regarde dans le détail, parce que en fait, ceux qui sont les plus critiques sur cette bande dessinée de comic books, accusée de tous les maux, et qui a fait l'objet donc des mêmes discours de réprobation à la fin des années 40, début des années 50, qui ont abouti au Comics Code. En fait, quasiment les voix les plus critiques, ce sont les voix des auteurs de bande dessinée de presse, qui ont surtout pas envie qu'on assimile ce qu'ils font dans leurs comic strips, qu'on assimile cela à la bande dessinée de comic book. Du coup, ça crée toute une série de différences qui sont assez marquées. Et puis enfin, je pense que la dernière différence notable entre la bande dessinée américaine et bande dessinée franco-belge, c'est le sens des hiérarchies culturelles. Parce que il est assez clair qu'en France, on a une idée très nette qu'il y a une frontière assez dure entre ce qui ressort de l'art et ce qui n'en ressort pas. Là où aux États-Unis, les choses ne fonctionnent pas avec la même rigidité. Et donc le fait que la bande dessinée soit une forme de culture populaire, pour dire les choses assez rapidement, ne justifie pas une condamnation en tant que telle. Donc on peut tout à fait célébrer une forme de culture populaire. Là où en France, pour célébrer la forme culturelle qu'est la bande dessinée, il a fallu en faire une forme artistique. Donc on a des trajectoires culturelles qui sont assez différentes et qui font que dans les mécanismes de consécration et de célébration de la bande dessinée aux États-Unis d'un côté et en France de l'autre, on a des mécanismes assez différents. Et donc je termine en revenant sur l'élément que vous signaliez dans votre question. C'est voilà, cette deuxième moitié des années 80 où on a effectivement l'émergence du graphic novel, même si c'est un phénomène qui a été beaucoup discuté, amendé, nuancé, etc. Mais
l'émergence médiatique du roman graphique, et puis un changement des discours critiques qui portent dessus autour d'une poignée d'œuvres, et notamment Watchmen, Maus d'Art Spiegelman. Ces 3 œuvres qui correspondent effectivement au changement de regard sur la bande dessinée. Là, ce qui est très frappant, c'est de voir le retard considérable qui a été pris par les États-Unis pour considérer les auteurs de bande dessinée comme des artistes majeurs. C'est-à-dire que en France, ça fait au moins une décennie que l'on fait cela. Je dis au moins une décennie parce qu'encore une fois, les effets de la BD-philie ne se manifestent pas immédiatement. Mais depuis le milieu des années 70, c'est très clair. Et la reconnaissance institutionnelle de la bande dessinée en France, si on en veut des points de repère extrêmement clairs, eh bien, c'est par exemple l'arrivée au ministère de la Culture de Jack Lang, la bande dessinée dans le périmètre de l'action du ministère de la Culture. C'est en 1983 la visite de François Mitterrand au Festival d'Angoulême. C'est toute une série de gestes comme ça. Et puis, en bout de course, c'est la décision de construire à Angoulême un musée pour la bande dessinée qui est l'ancêtre de la préfiguration de ce qu'est aujourd'hui la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Comment est-ce que l'histoire universitaire va, du coup, intégrer la bande dessinée dans ces questionnements ? La question que je me posais, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose de comparable à d'autres objets historiographiques où il a fallu un petit peu des passeurs intermédiaires entre l'université et l'objet concerné ? Pour la Première Guerre mondiale, l'histoire des combattants, elle est aussi passée par des anciens combattants semi-universitaires, des gens comme Jean-Bertrand Cru. Pour l'histoire sociale et ouvrière, c'était aussi des historiens, des historiennes qui étaient eux-mêmes militants, issus du militantisme, qui la faisaient passer, entrer à l'université. Donc, dans quelle mesure est-ce que les universitaires qui se sont emparés de la BD sont aussi des BD-philes, ou est-ce que des BD-philes ont été consacrés par l'université ? Est-ce qu'il y a une porosité finalement qui s'est créée entre ces deux mondes pour en faire un objet digne d'étude ? Alors, c'est une bonne question. Il y a une porosité, mais je ne suis pas sûr qu'elle aille dans les deux sens. C'est-à-dire que je n'arrive pas à penser à un passeur qui serait venu de la BD-philie et qui aurait été consacré véritablement par l'université, en tout cas dans le domaine des études historiques, ça c'est très clair. Alors, d'abord pour contextualiser un peu, il me semble qu'il faut rappeler que l'histoire est pas du tout la première discipline à s'intéresser à la bande dessinée. Les disciplines qui s'intéressent en premier lieu à la bande dessinée sont plutôt des disciplines neuves, on va dire, dans les années 70, comme la sémiotique. Et puis, alors, c'est pas une discipline très récente, mais elle est quand même un peu plus jeune que l'histoire, c'est la sociologie, qui va là aussi s'intéresser assez précocement à la bande dessinée, et il y a notamment cet article qui est régulièrement cité de Luc Boltanski sur la reconnaissance de la bande dessinée, qui paraît dans le tout premier numéro des actes de la recherche en sciences sociales, et donc on est en 1975, et Luc Boltanski décrit tout ce dont on vient de parler jusque-là, c'est-à-dire cette mutation, cette triple mutation qu'il observe à la fois des lectorats, des producteurs et des discours qui sont portés sur la bande dessinée. Alors, l'article de Boltanski a une forme on est dans une forme de prophétie autoréalisatrice aussi. Il construit largement le phénomène qu'il est en train d'observer. Tout ça pour dire que les historiens ne se manifestent pas parmi les premiers sur le terrain de la bande dessinée. On a quand même quelques indices de la part d'un certain nombre de chercheurs qui vont voir dans la bande dessinée une façon de prolonger finalement le projet d'une histoire des mentalités et d'accéder à travers la bande dessinée à une forme d'imaginaire contemporain des classes populaires. Alors, ça repose sur une équation qui est un petit peu courte, sur le fait que la bande dessinée est une forme populaire, ce qui veut
pas dire grand-chose, hein. La bande dessinée est une forme populaire, donc elle serait lue par un public large, et donc elle permettrait d'accéder à des représentations partagées par le plus grand nombre. Encore une fois, on est bien dans un schéma historiographique qui est très daté, qui est très empreint de ce projet d'une histoire des mentalités. Donc on a comme ça quelques études un petit peu dispersées. Le moment où les choses changent de nature un petit peu, et la figure de Passeur qui joue un rôle central quand même dans cette émergence de nouveaux discours sur la bande dessinée, d'un regard historique plus scientifique, c'est Pascal Horry. Pascal Horry qui, en 79, si je ne dis pas de bêtises, consacre un travail et un petit ouvrage à une bande dessinée, à une publication, à un illustré de bande dessinée paru pendant la Seconde Guerre mondiale, Le Téméraire, qui fait l'apologie du nazisme et qui est dans une propagande assez grossière dont il analyse les ressorts. Et puis l'autre texte qui a peut-être encore plus d'impact, c'est un article qui est publié dans XXe siècle. C'est le premier et à ce jour le seul article publié par la revue XXe siècle sur la bande dessinée, qui porte sur la désaméricanisation de la bande dessinée autour donc de ce moment ouvert en 1934 par la publication du journal de Mickey et refermé en 1949 par le vote de la loi sur les publications destinées à la jeunesse. Et l'hypothèse qu'émet Pascal Horry en 84, c'est que finalement, donc la publication du journal de Mickey de toute une série de titres de bande dessinée américaine a accoutumé le lectorat à une esthétique, à un rythme, à des techniques nouvelles, et que cela explique l'atmosphère de panique morale dans laquelle on vote en 1949, dans le contexte de la reconstruction et de l'entrée en guerre froide. On vote cette loi pour suspendre, dans l'espoir de suspendre l'importation de bandes dessinées américaines. On retrouve là aussi une chronologie assez similaire à celle du cinéma, avec tous les débats autour des accords Bloom-Burns. Mais l'hypothèse qu'émet Pascal Horry, c'est que en fait, cette loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse offre une chance inespérée aux publications franco-belges, et en particulier aux publications belges, qui vont faire la synthèse entre la modernité esthétique de la bande dessinée américaine et la bonne tenue morale des illustrés belges traditionnels. Et il apporte de ce point de vue-là une clé d'explication assez centrale à cette question de pourquoi le franco-belge. Et son explication, c'est que voilà, le rapport belge à la culture et à l'image en particulier, le rapport notamment de l'épiscopat belge, de l'église belge à l'image fixe, à l'image animée, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souple que le clergé français, va permettre à la Belgique de jouer ce rôle de passeur culturel. Alors, ce texte, il est important à plusieurs titres parce que, encore une fois, c'est le seul article publié par XXe siècle sur la bande dessinée. Mais avant cela, même, son destin est assez singulier parce qu'en fait, c'est un texte qui avait été présenté en 80 lors d'un colloque de la Fondation nationale des sciences politiques et qui n'a pas été retenu dans les actes du colloque, au motif que son thème, quand même, on n'était pas tout à fait dans l'histoire sérieuse. Et voilà, c'est un petit peu par le pas de côté que Pascal Horry a réussi à faire paraître son texte. Et ce texte a une fortune critique importante, puisqu'il a nourri la première thèse en histoire consacrée à la bande dessinée, qui est la thèse de Thierry Crépin, qui était un élève de Pascal Horry, qui est disparu prématurément, et qui a consacré sa thèse et un très bel ouvrage
à cette question, en approfondissant, nuançant, etc., cette approche de Pascal Horry, mais confirmant dans les grandes lignes cette analyse de la naissance de la bande dessinée franco-belge comme d'une synthèse entre cette esthétique américaine et cette morale belge qui explique en bonne partie sa bonne fortune postérieure. Donc un article qui a plus d'une trentaine d'années, ce qui veut dire qu'évidemment, il y a eu des évolutions historiographiques. Alors on va sans doute pas pouvoir toutes les retracer, mais peut-être en dire quelques mots. Et pour cela, je voudrais vous demander peut-être comment vous êtes arrivé à ce champ et un petit peu quel était l'état de ces questionnements au moment où vous avez commencé vos propres travaux. Donc c'était quelque chose qui existait déjà, puisque pour le coup il y avait ces articles, le Boltanski de Pascal Horry, mais qui n'était pas encore non plus avec peut-être le niveau de maturité historiographique qui peut exister aujourd'hui. Donc comment ça se situait au moment où vous avez commencé à réfléchir à ces questions et comment voilà, vous avez été amené à y réfléchir? Alors, moi, je suis arrivé à la bande dessinée totalement par hasard. Hein. Au départ, moi, je voulais absolument faire une maîtrise avec un enseignant que j'avais eu en cours en licence, qui était Denis Pelletier, grand spécialiste d'histoire des religions au XXe siècle, du catholicisme français, et que je suis venu voir avec toute une série d'idées de sujets dans ma besace, idées de sujets qui ne suscitait pas un très grand enthousiasme de sa part, c'est un euphémisme que de le dire. Et puis, au bout d'un moment, ayant épuisé un petit peu toutes les ressources, en désespoir de cause, et après avoir multiplié les précautions oratoires pour qu'il ne me fiche pas par la porte Manu Militari face à une proposition aussi saugrenue, j'ai fini par lui dire que j'avais relu peu de temps avant une série emblématique de cette bande dessinée franco-belge des années deuxième moitié des années 50, années 60, 70, qui s'appelle Michel Vaillant, une bande dessinée de course automobile, et j'avais été frappé en la relisant complètement par hasard, 2 ou 3 semaines auparavant, j'avais été frappé par l'atmosphère religieuse extrêmement marquée de la série, en tout cas d'un certain nombre d'albums au début de l'histoire de la série. Et en fait, il s'est trouvé que Denis Pelletier était un ancien lecteur de Michel Vaillant, qui s'est enthousiasmé face à cette idée en disant que, oui, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de travaux sur la bande dessinée qui étaient menés et que ça pouvait être une bonne idée. Ça, c'était vraiment le point de départ. Ensuite, quand il a fallu mûrir un petit peu cela et réfléchir à la façon dont je pouvais aller vers une thèse, en fait, immédiatement, Denis Pelletier m'a envoyé voir ailleurs parce que son analyse, qui était tout à fait juste, c'était de se dire la bande dessinée est un objet qui n'est pas légitime, donc il faut que vous soyez avec quelqu'un qui est absolument solide sur ces terrains-là et à l'autorité incontestable sur ce type de domaine. Et je me suis donc tourné vers le Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines à Saint-Quentin, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui est le laboratoire pionnier de l'histoire culturelle et l'un de ses fers de lance. Et le hasard, c'était pas tout à fait le projet de départ, mais le hasard a fait que je me suis retrouvé à travailler sous la direction de Jean-Yves Mollier. Jean-Yves Mollier, qui est pas spécialiste de la bande dessinée, pas même connaisseur de la bande dessinée, il le déclare bien volontiers lui-même. Sa culture de bande dessinée, elle se limite essentiellement à Bécassine et au pied nickelé, mais il m'a fait confiance et en gros, ce qu'il m'a apporté, c'est plutôt la façon de porter le regard sur la bande dessinée et de se déplacer d'une histoire de la bande dessinée à une histoire du livre qui prenne comme objet la bande dessinée. Ce qui a été un déplacement tout à fait salutaire et dont je lui suis particulièrement redevable. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivé là. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me dit, vous m'avez présenté comme ça, comme spécialiste de la bande dessinée, ça me fait toujours un petit peu sourire. J'entends pourquoi
on me range dans cette case, si j'ose dire. Et d'un autre côté, je ne considère pas que je suis historien de la bande dessinée, par exemple. C'est pas du tout la façon dont je pense mon travail. Il y a aucun mal à être historien de la bande dessinée, mais je pense que, alors, de façon assez significative, pour moi, les historiens de la bande dessinée, c'est vrai que je pense plus spontanément à ces historiens du fandom, ces collectionneurs, etc., qui ont beaucoup œuvré à exhumer toute une série de publications du passé, à établir le socle d'une connaissance sans laquelle on pourrait absolument pas travailler. Hein. C'est absolument irremplaçable, ce travail colossal de plusieurs générations qui a été fourni. Mais là où je vois une différence, c'est dans la façon dont, à mes yeux, quand je travaille en tant qu'historien, ça n'est pas pour produire un savoir sur la bande dessinée, c'est pour produire un savoir peut-être un petit peu plus large ou à une échelle différente, en tout cas, sur les pratiques culturelles, sur la mise en place d'une politique culturelle, sur voilà, ce genre de choses. Bon, après, c'est un petit peu artificiel, hein, bien sûr, cette frontière histoire de la bande dessinée, historien travaillant sur la bande dessinée, ça se recoupe et c'est beaucoup plus fin que cela. Mais c'est évidemment une nuance importante parce que ça veut dire qu'on ne se contente pas d'analyse internaliste de contenu, et ça, c'est une mutation évidemment plus large que connaît l'histoire culturelle depuis les années 2000, on va dire de façon un peu générique, qui concerne évidemment pas que cet objet-là. Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut évoquer la place qu'a Tintin au sein de cette historiographie, parce que me semble, en ayant commencé un peu à y réfléchir et à lire autour de ça, que c'est presque comme s'il y avait une exception Tintin dans l'historiographie, que la tintinophilie n'est pas tout à fait une historiographie comme les autres, que c'est presque comme s'il y avait une sous-branche qui échappait un petit peu en partie aux logiques ordinaires de l'historiographie qui s'intéresse, soit de manière interne, soit de manière plus large, comme vous l'avez dit, à la bande dessinée. Est-ce que c'est le cas ? Il y a une exception Tintin, ça c'est sûr. Ce qui est certain aussi, c'est que j'aurais du mal à apporter une réponse définitive en la matière parce que, justement, comme vous l'avez mentionné, la tintinophilie est un continent à part entière que je ne maîtrise pas, loin de là. Et du coup, j'aurais vraiment trop peur de dire des bêtises si je voulais m'avancer là-dessus. Ce qui me semble assez frappant, c'est que on a autour de Tintin en fait les deux volets finalement des façons dont aujourd'hui on travaille en tant qu'historien sur la bande dessinée. D'un côté, on a toute une série de travaux qui se sont attachés à retracer l'histoire éditoriale de Tintin. Ça a été notamment les travaux de Philippe Godin qui se sont livrés à une lecture très minutieuse des évolutions de l'œuvre et de la façon dont Hergé a retravaillé abondamment chacun de ces récits au moment où il a fallu les passer en album, puis au moment où on les a passés d'albums en noir et blanc à des albums en couleur. Voilà, il y a un travail extrêmement précis qui est mené par Hergé et ses assistants. Et Philippe Godin est un petit peu la figure centrale de ce mouvement-là, mais c'est évidemment quelque chose qui est plus large que cela. Donc d'un côté, une histoire éditoriale, une histoire de l'œuvre et qui emprunte par moments les chemins de la génétique des œuvres. Et puis de l'autre côté, une histoire plus internaliste, une histoire des représentations véhiculées dans Tintin. Et alors, voilà, on a toute une série de travaux. Je pense par exemple aux travaux de Philippe Delisle sur les représentations véhiculées par Tintin, par un certain nombre d'autres séries. Ce qui me semble très frappant dans ces approches, si je peux élargir un petit peu la question par rapport à Tintin, c'est à quel point il y a à certains égards un impensé du statut canonique que représente Tintin. C'est-à-dire que
c'est très intéressant d'analyser Tintin, d'analyser l'œuvre d'Hergé de façon plus large. C'est une œuvre qui est d'une très grande richesse. Et voilà, le travail, par exemple, de Benoît Peter sur les bijoux de la Castafiore montre à quel point on peut consacrer des ouvrages entiers à un album et ne pas en épuiser le sens. Mais en tant qu'historien, évidemment, la question qui se pose, c'est la question de pourquoi cette œuvre-là plutôt qu'une autre. Et finalement, le statut tout à fait hors du commun qu'occupe Hergé et Tintin dans l'imaginaire collectif, la présence encore aujourd'hui de Tintin, malgré les efforts de Casterman pour étouffer l'œuvre, mais il l'emprisonnait de toute une série de restrictions, mais la façon dont Tintin est présent dans la culture populaire, la façon dont il est présent dans toute une série, sur toute une série de supports, de culture matérielle, etc., empêche un petit peu de s'interroger en historien sur pourquoi Tintin serait-il plus intéressant qu'une autre œuvre. Or, l'un des éléments qui est très frappant, c'est que dans cette génération d'historiens qui ont travaillé dans les années 80, 90 et début des années 2000 sur la bande dessinée, et qui s'est beaucoup intéressé aux représentations véhiculées par toute une série de publications, au premier chef desquelles le journal de Tintin, les albums de Tintin, les publications liées à l'univers du journal de Spirou, à Pilote, etc., laisse un petit peu de côté la question de qu'est-ce qui est lu par le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé essentiellement à ces publications qui étaient érigées comme les plus légitimes, et en particulier, bien sûr, Hergé, qui est le maître, la statue du commandeur de la bande dessinée franco-belge. Or, si on regarde un petit peu les chiffres, tout de suite, on est confronté à une série de problèmes, c'est-à-dire que dans les années 60, le journal de Tintin est 2 fois moins lu que le journal de Vaillant et beaucoup moins encore que le journal de Mickey. Donc, avec nous-mêmes, en tant qu'historiens, il faudrait qu'on travaille beaucoup plus sur le journal de Mickey, sur Vaillant, que sur les publications qui sont liées au journal Tintin, au journal. Malgré tout, dans la production historiographique, on trouve encore beaucoup de textes qui sont consacrés à Blake et Mortimer, qui sont consacrés à Tintin, etc. Si on cherche des textes qui sont consacrés à l'univers des publications Vaillant, Pif, alors ça commence à changer, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, mais alors sur le journal de Mickey, là il n'y a plus personne, et ça, on est encore sur une des conséquences de la légitimation, c'est-à-dire que finalement, cette génération qui a consacré la bande dessinée, qui en a fait un art, sociologiquement, elle correspond aussi à une génération qui lisait le journal de Tintin, qui lisait le journal de Spirou. C'est très frappant, par exemple, quand on lit les pages que consacrent Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli à la bande dessinée dans les années 60, où ils expliquent que voilà, dans les années 60, la seule chose qui compte, c'est le duel Tintin-Spirou. Le duel Tintin-Spirou, encore une fois, ça représente qu'une partie et pas la partie majoritaire du marché et du paysage de la bande dessinée dans les années 60. Et donc, voilà, il est important de comprendre un petit peu ces mécanismes à la fois d'éditorialisation, de patrimonialisation, de canonisation de la bande dessinée pour que, en tant qu'historien, on puisse décider de travailler sur ces objets, mais en connaissance de cause. Encore une fois, je pense qu'il est tout à fait intéressant de travailler sur Tintin, mais il faut au minimum le faire en mesurant bien la façon dont on s'inscrit dans une œuvre qui est éminemment canonique, et évidemment le fait de continuer à travailler dessus perpétue le canon. Et perpétuer le canon, alors pourquoi pas, on peut le faire, mais d'une part si c'est conscient, et d'autre part ça pose d'autres problèmes. Je vais peut-être faire le lien avec des problématiques plus actuelles et qui sont
pas directement liée à Tintin, quoique c'est la question de la place des femmes dans la bande dessinée, qui est une question d'une actualité brûlante. On a bien vu lors de l'édition en 2016 du Festival d'Angoulême, où le festival a réussi à sortir une sélection officielle dans laquelle il n'y avait pas une seule autrice. Alors, ça a évidemment déclenché une polémique tout à fait justifiée. Ça a aussi déclenché une réflexion qui a permis de faire, peut-être en étant exagérément optimiste, de faire avancer aussi un petit peu les choses. Mais alors, l'une des réponses qui avait été apportée par Franck Bondou, qui était loin d'être à droite, pour là encore rester dans l'euphémisme, donc le directeur du festival, directeur de 9e Art Plus qui gère le festival, pour être plus précis. La réponse qu'avait fait Franck Bondou, c'est oui, mais dans l'histoire de la bande dessinée, il y a très peu de femmes, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Si vous voulez des grands prix, il faut bien que je parte du pool de l'histoire de la bande dessinée. Encore une fois, le Grand Prix, il récompense toute une carrière, toute une œuvre, donc il faut faire avec ce qu'on a. Alors, cet épisode, il est doublement révélateur. Il est d'une part révélateur de la difficulté à penser la responsabilité du rôle d'un festival. C'est-à-dire que le rôle d'un festival, c'est précisément de prescrire et pas simplement de suivre des vagues, et donc d'être acteur également d'un certain nombre d'évolutions. Mais on voit bien ici l'enjeu qui est adressé aux historiens et aux historiennes, c'est que ça implique cette responsabilité-là de ne pas perpétuer des décennies et des décennies d'occultation du rôle des femmes dans l'histoire de la bande dessinée. Ça implique également de changer un petit peu nos lunettes et de changer nos corpus. C'est-à-dire que si on continue à s'intéresser exclusivement à Tintin ou aux publications du journal de Tintin, forcément, on va trouver assez peu de femmes. En revanche, si on s'intéresse à des publications, là encore, je reste sur les années 50, 60, 70, que je connais mieux, mais si on s'intéresse à des publications catholiques, par exemple, on constate que la place des femmes est beaucoup plus importante. Mais ces femmes ont été moins consacrées, moins considérées en tant qu'autrices. Et donc, c'est aussi à nous, historiens, de contribuer à montrer que l'histoire de la bande dessinée, elle ne se limite pas à une poignée d'auteurs, à une poignée de grandes œuvres, mais que ces grandes œuvres, que ces auteurs, qu'on peut pour laisser là où ils sont, mais il faut au minimum montrer qu'ils s'inscrivent dans des courants, dans des tendances beaucoup plus larges, beaucoup plus profondes. Et je pense que ça n'amoindrira pas l'œuvre d'Hergé, mais ça permettra de la comprendre avec davantage de pertinence. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire donc, tout au long de cette série d'émissions consacrées à Tintin, mais qui vont aussi nous servir à parler d'autres choses ou à soulever justement autant que possible des coins d'ombre ou des pans d'ombre justement sur notamment la place des femmes dans le travail mené sur Tintin. Ce sera, si tout va bien, le thème d'une prochaine émission. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera avec Florian Moine, justement pour prolonger un peu la discussion d'aujourd'hui sur patrimonialisation, stratégie éditoriale de Casterman. On en parlera très bientôt. Merci beaucoup Sylvain Lesage. Merci à vous. Et puis, on fait un petit clin d'œil amical aux candidates et candidats qui passent les concours de l'enseignement, puisque ces questions de lien entre culture populaire, édition, société sont évidemment au cœur aussi de leurs interrogations. Voilà, s'ils réussissent à passer les écrits, s'ils ont une date d'écrit un jour de la part du ministère, on leur souhaite évidemment très vivement. Exactement. Merci, à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.